Je vais donc parler des monstres de Diderot entre physiologie et politique. Je pense en exergue à une scène du rêve de d'Alembert où Julie de Lespinasse s'amuse à manipuler les fils sur sa tournette en supprimant ou en ajoutant des brins du faisceau. Elle fabrique un animal sans nez, un autre sans oreille, un animal sans tête, sans pied, sans main. La durée de cet animal sera courte, mais il aura vécu. Et le personnage de Bordeu lui répond en ajoutant à propos de la formation d'un cyclope: faites par la pensée ce que nature fait quelquefois. Mutilez le faisceau d'un de ses brins, par exemple du brin qui formera les yeux. Que croyez-vous qu'il en arrive? S'il faut à tout prix un transcendantal pour faire une philosophie, la métamorphose est le seul transcendantal auquel puisse en appeler la pensée de Diderot. En effet, dès l'article « Animal » au premier tome de l'encyclopédie en 1751, le texte des chapitres 1 et 2 du tome 1 de l'Histoire naturelle de Buffon est repris et détourné par les incises de Diderot, qui écrit « Le vivant et l'animé, au lieu d'être un degré métaphysique des êtres, est une propriété physique de la matière. » Et un peu plus haut, on conçoit bien que toutes ces vérités s'obscurcissent sur les limites des règnes et qu'on aurait bien de la peine à les apercevoir distinctement sur le passage du minéral au végétal et du végétal à l'animal. L'observateur est forcé de passer d'un individu à un autre, mais l'historien de la nature est contraint de l'embrasser par grandes masses, et ces masses, il les coupe dans les endroits de la chaîne où les nuances lui paraissent trancher le plus vivement. Et il se garde bien d'imaginer que ces divisions soient l'ouvrage de la nature. D'Holbach, lui, écrira à l'article minéral de l'encyclopédie: il est très difficile de fixer les bornes précises que la nature a mises entre les différents règnes. Tout nous démontre qu'il y a la plus grande analogie entre les minéraux, les végétaux et les animaux. En effet, le règne minéral fournit aux végétaux la terre et les sucs nécessaires pour leur accroissement. Les végétaux fournissent aux animaux leur nourriture, et passant ainsi avec les parties qu'ils ont tirées de la terre dans la substance de ces animaux, qui eux-mêmes rendent à la fin à la terre ce qu'ils ont reçu. Avant même l'apparition proprement dite du bestiaire monstrueux, il y a déjà là quelque chose de proprement monstrueux dans ce brouillage des frontières entre les espèces, un avant-goût de notre antispécisme contemporain. C'est aussi un avant-goût du premier entretien du rêve de d'Alembert, où, une fois détruite en débris, la statue en marbre de Falconet est le point d'appui de la transformation du marbre en chair par la médiation de l'humus, du latus, qui est la plante, et de la putréfaction et de l'alimentation, alimentation qui suffit à elle seule à montrer comment on transforme du marbre en chair. L'audace de Diderot ira bien au-delà dans la célèbre lettre à Sophie Voland du 15 octobre 1759, où il s'interroge: quoi, une chose qui ne vivait pas appliquée à une chose qui vivait est devenue vivante, et vous entendez cela? À propos de la sensibilité de la matière, alors que le rêve maintient encore l'alternative, propriété générale de la matière ou produit de l'organisation, une lettre à Duclos d'octobre 65 prend radicalement parti. C'est que la pensée est le résultat de la sensibilité et que, selon moi,
la sensibilité est une propriété universelle de la matière. Propriété inerte dans les corps bruts, comme le mouvement dans les corps pesants arrêtés par un obstacle. Propriété rendue active dans les mêmes corps par leur assimilation avec une substance animale vivante. L'animal est le laboratoire où la sensibilité, d'inerte qu'elle était, devient active. Voilà encore une conjecture monstrueuse, avant même l'entrée en scène des monstres. En effet, ce que les êtres vivants ont de monstrueux, c'est d'être le paradigme du mélange entre les espèces, en particulier lorsqu'il s'agit de l'espèce hybride mi-homme, mi-animal, et de la surévaluation de la catégorie d'original. Si Diderot avait imprudemment annoncé la fin de l'ère des mathématiques au XVIIIe siècle dans les pensées sur l'interprétation de la nature et le triomphe de la physiologie, c'est-à-dire de la physique de l'animal, il s'est plus particulièrement intéressé aux vivants monstrueux et à l'enjeu politique de leur existence, fût-elle conjecturale ou courte. On comprend alors le bien fondé de la réaction du jésuite Baruel et du janséniste Chaumeix à la lecture de l'article animal que j'ai évoqué plus haut, dans lequel ce jésuite et ce janséniste voient à juste titre plus une poudrière politique qu'une rubrique zoologique. Le roman de Baruel, Les Elviennes ou Lettres provinciales philosophiques, qui ont trouvé 5 parutions entre 1781 et 1788, ce roman tourne Diderot en dérision, le décrivant en vivant monstrueux et en pensionnaire des petites maisons, et destine à son mausolée l'épitaphe suivante. Ci-gît Diderot, qui fut Dieu, qui fut animal prototype, qui fut chair, qui fut chat, qui fut arbre, qui fut homme, qui fut femme, qui fut philosophe, et qui fut et qui sera tout ce qu'il fut. Le monstrueux des métamorphoses. Quant à Chaumeix, le janséniste, il s'attaque en particulier à ce passage de l'article animal où Diderot corrige Buffon en ces termes. L'homme lui-même ne perd-il pas quelquefois le sentiment, sans cesser de vivre ou d'être un animal? Alors le pouls bat, la circulation du sang s'exécute, toutes les fonctions animales se font, mais l'homme ne sent ni lui-même ni les autres êtres. Qu'est-ce alors que l'homme? Si dans cet état il est toujours un animal, qui nous a dit qu'il n'y en a pas de cette espèce sur le passage du végétal le plus parfait à l'animal le plus stupide? Qui nous a dit que ce passage n'était pas rempli d'êtres plus ou moins léthargiques, plus ou moins profondément assoupis, en sorte que la seule différence qu'il y aurait entre cette classe et la classe des animaux tels que nous est qu'ils dorment et que nous veillons? Et Diderot ira jusqu'à dire qu'il y a des minéraux plus ou moins morts. En prenant en compte la vive réaction des jésuites et des jansénistes à la conjecture du mélange des espèces, je vais me faire en quelque sorte l'avocat du diable tout en donnant raison à Diderot. Dans un premier temps, je vais rappeler les principaux éléments de la physiologie diderosienne du monstrueux, puis tenter d'en mesurer les conséquences et l'enjeu politique. En ce qui concerne la physiologie diderosienne du monstrueux, en préambule à cette physiologie, il convient de rappeler d'abord 2 éléments. Premier élément, l'article Curiosité de l'encyclopédie, signé par De Jaucourt, rappelle, contre la condamnation augustinienne de ce vice, que la curiositas est capable, contrairement au savoir académique et aux sciences, d'entraîner le mouvement de la connaissance au-delà des colonnes d'Hercule. La curiositas se sépare de la science par sa forte puissance imaginative, puissance de créer même son objet. En cette puissance redoutable,
réside son désir à elle de savoir, par référence à la célèbre ouverture du premier livre de la métaphysique d'Aristote, « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Dès les annotations allusives en marge de la lecture d'un roman de Richardson en 1745, « Mais qu'est-ce donc qu'un monstre ?», puis leur amplification dans la lettre sur les aveugles, jusqu'aux rêves de d'Alembert et aux éléments de physiologie, la décision philosophique de Diderot est forte. Il s'agit de mettre fin à une tradition de pensée et d'action consacrée à diverses stratégies de domestication et d'éviction du monstre hors du champ théorique et pratique, par une réduction du monstrueux à un problème de théodicée, que l'on voit par exemple les mémoires de l'Académie des sciences dans les années 1740, où les académiciens débattent du conflit entre l'accidentalisme monstrueux et le préformationnisme monstrueux, mais où les deux se rejoignent dans une solidarité de théodicée. Il s'agit finalement d'innocenter Dieu de la présence des monstres et du même coup de les annuler, d'annuler leur spécificité monstrueuse de monstres. Connaisseur et praticien des sciences de son temps, mais coutumier du paradoxe, le directeur de l'encyclopédie ne répond pas à cette tradition par la construction d'une tératologie scientifique dont l'âge positif montrera quelques décennies plus tard, avec Étienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qu'elle se chargera tout au contraire de renforcer et d'accomplir cette dénégation en proposant une classification des monstres dans la hiérarchie des pathologies et des anomalies. Le monstrueux spécifique au monstre est ainsi aisément nié à partir d'une stratégie différente de celle d'Aristote, mais qui aboutit au même résultat. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de monstrueux du monstre, ni en physiologie, ni en politique, comme on le sait chez Aristote, où le tyran n'est pas un monstre, où à la rigueur, seule la guerre civile pourrait mériter le qualificatif de monstrueux. Le monstrueux, à l'âge positif, au XIXe siècle, qualifie seulement l'anomalie la plus grave, sanctionnée par sa non-viabilité. Aucune existence spécifique, un simple degré dans une hiérarchie de l'anomale. Diderot ne l'entend pas ainsi. Le fait de donner droit de cité au monstrueux biologique signifie d'abord pour lui qu'il convient de rapporter au désordre la condition de la puissance créatrice de la nature, dès la lettre sur les aveugles de 1749. Je cite un passage de cette lettre. « Qu'est-ce que ce monde ? Un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction, une succession rapide d'êtres qui s'entresuivent, se poussent et disparaissent, une symétrie passagère, un ordre momentané. » L'œuvre testamentaire de Diderot, les éléments de physiologie, écrivent de l'ordre. Mais l'ordre général change sans cesse. Les vices et les vertus de l'ordre précédent ont amené l'ordre qui est, et dont les vices et les vertus amèneront l'ordre qui suit, sans qu'on puisse dire que le tout s'amende ou se détériore. L'article indissoluble de l'encyclopédie souligne cette impossibilité de tracer des frontières, des classes ou des divisions, et fait admettre aisément que les vivants monstrueux, entre autres possibilités vivantes, résultent de la curiosité technologique qui nous incite à prolonger la nature par l'art. L'injonction de l'indissoluble est pour Diderot absurde. On pense dans Jacques le Fataliste et dans le supplément Voyage de Bougainville à cette image que Diderot évoque à d'autres endroits de son œuvre, où deux amants assis au pied d'un rocher se jurent une fidélité éternelle,
pendant que le rocher est en train de tomber en poussière, et ils invoquent le ciel au-dessus de leur tête qui passe son temps à changer. Et Diderot de commenter « Ô enfant, toujours enfant ». Quant aux circonstances aussi rares que singulières, invoquées par l'article greffe de l'encyclopédie, associées aux imprévisibles combinaisons du jeu de dés, elles accordent au hasard un pouvoir fondateur. Cet éloge du désordre est une manière d'éloge de la folie, au chapitre 7 des éléments de physiologie, où, je cite, « Il ne reste que la sensibilité, qualité aveugle à la molécule vivante, rien de si fou qu'elle. L'homme sage n'est qu'un composé de molécules folles. » Quel modèle théorique pourrait prétendre construire la science d'un tel monde? En forçant un peu, on pourrait penser que le monstrueux est vu comme le paradigme du vivant. Il reste que Diderot, dès la lettre sur les aveugles, ne souscrit pas à l'étymologie la plus fréquemment retenue du monstre. Monstrum, monstrositas, monstrosus, monstrare, c'est montrer du doigt, indiquer, voire dénoncer les faits prodigieux, portenta, ostenta, prodigia, ce qui échappe à la nature, l'absolument différent, le contre-nature, scandaleux. C'est ce que l'on montre en soulignant le pouvoir de faire peur ou de faire rire, étymologie la plus fréquente. Diderot se rallie au contraire à une seconde étymologie, moins souvent invoquée, le pouvoir d'un vivant monstrueux et sa puissance d'être celui qui montre, monere, d'où dérive aussi monumentum, marquer un signe de reconnaissance, attirer l'attention, faire observer, éclairer, instruire, à la manière d'un guide ou d'un monitor, avertir, amonendo, à la manière du terrasse grec. En effet, et c'est le second élément de ces remarques sur la physiologie du monstrueux, il est remarquable que les premiers vivants monstrueux qui entrent en scène dans l'œuvre de Diderot ne sont ni des végétaux ni des animaux, mais des humains, les deux aveugles de la lettre de 1749, introduit par le scandale de la 21e pensée philosophique de 1746, qui jette les dés et qui, avec le temps, en jetant les dés, produira le cosmos, produira aussi les premiers vers de l'Énéide de Virgile. Dans la lettre de 1749, le mathématicien Saunderson, mathématicien aveugle qui succéda à Newton dans la chaire de mathématiques de Cambridge, ce mathématicien se désigne lui-même non comme un infirme, mais comme un monstre au sens du monitor. Il montre quelque chose de l'origine, ce que furent les premiers êtres vivants lors de l'organisation du chaos et ce qu'ils sont aujourd'hui. Je cite un passage qui donne la parole à Saunderson. « S'il n'y avait jamais eu d'êtres informes, vous ne manqueriez pas de prétendre qu'il n'y en aura jamais et que je me jette dans des hypothèses chimériques. Mais l'ordre n'est pas si parfait qu'il ne paraisse encore de temps en temps des productions monstrueuses. » Puis, Saunderson recourt à l'image récurrente dans l'œuvre de Diderot, des agitations irrégulières de l'océan de l'univers, expression qu'on retrouve très souvent dans l'œuvre de Diderot, et à la critique non moins récurrente qu'on retrouve aussi très souvent dans son œuvre, du sophisme de l'éphémère. Quant à l'aveugle-né du Puiseau, le premier aveugle de la lettre, au début de cette lettre de 49, il manifeste tout autant cette puissance du monitor, puissance de donner des signes, potentia et non potestas. Entre autres poètes, l'aveugle du Puiseau vit en effet sa vie en transgressant les habitudes de la nôtre,
préférant la nuit au jour, ignorant nos règles morales et fort peu soucieux de la force répressive de l'ordre politique. En effet, qu'on l'enferme dans un cachot, ça n'a pas grande importance pour lui. Quant à la ménagerie de Diderot, surtout dans le rêve de d'Alembert, elle réunit pêle-mêle des cyclopes, des siamois, des hybrides, des hermaphrodites, des abeilles polypes, des araignées gigantesques, des polypes humains et enfin les fameux chèvres-pieds du dernier entretien du rêve. À l'instar de la vie, les vivants monstrueux sont obtenus sur un coup de dé, fussent-ils pipés, avec à l'appui la conjecture du moule intérieur de Buffon, sur lequel les actions extérieures, comme les actions intérieures, peuvent engendrer des monstres. Les bistouris génétiques, pour reprendre l'expression de François Gros dans l'ingénierie du vivant, dessinent des formes inédites dans les traces des ciseaux de Julie de Lespinasse, taillant et retaillant dans l'essaim d'abeilles jusqu'à le réduire à un polype. Autour d'elle, les personnages du rêve héritent d'une longue tradition matérialiste, depuis Démocrite, Épicure et Lucrèce, dont déjà Montaigne s'était fait le successeur dans le chapitre 27 du livre 1 des Essais, que je cite. « La raison m'a instruit, dit Montaigne, que de condamner ainsi résolument une chose pour fausse ou impossible, c'est se donner l'avantage d'avoir dans la tête les bornes et les limites de la volonté de Dieu et de la puissance de notre mère nature. Si nous appelons monstres ou miracles ceux où notre raison ne peut aller, combien s'en présente-t-il continuellement à notre vue ?» La lettre sur les aveugles avait déjà surenchéri sur l'absurdité des prétendues merveilles de l'admirable spectacle prétendument ordonné de la nature. Pour avoir mis en péril le critère de la norme du corps, l'aveugle de la lettre, suivi en cela par l'hermaphrodite du rêve et les éléments de physiologie, ne va guère laisser place à la fixité de la forme de l'organisme, ni à la possibilité de se référer à un modèle spécifique. Les articles chaos et jeux de la nature de l'encyclopédie, Julie de Lespinasse, qui dans le rêve manipule et embrouille les fils sur sa tournette, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fabriquant entre autres un cyclope, les réflexions sur les cohésions des corps s'accordent avec l'article fluide de d'Alembert pour dire la dérision de la perception de la totalité du tout d'un animal. Vivant maintenant en masse, nous vivrons plus tard en détail dans l'informe de la dissémination et de la dispersion, dit une lettre à Sophie Voland, déjà citée, de 1759. Ainsi, Diderot, pour avoir fait fond sur une liquidation radicale de tout finalisme, s'installe dans le refus de fixer l'idée d'une espèce ou de celle d'un individu. Dans les principes sur la matière et le mouvement, il ne lui échappe pas qu'on sait bien qu'il y a une force générale et commune à toutes les molécules du globe que nous habitons, mais cette force générale et commune est contrariée par 100 000 autres. Un tube de verre échauffé fait voltiger les feuilles de l'or. Ainsi, la physiologie du monstrueux s'organise autour de la métaphore du jeu de dés comme force plus que comme forme, puissance, potentia, plutôt que pouvoir. Le mutabilisme aléatoire de Diderot installe la génération des animaux dans l'imprévisible et la catégorie de l'individualité ne résiste pas au tourbillon de l'énergie dans l'informe essentiel à la matière. L'enjeu d'un dispositif où la force est livrée à elle-même, c'est la question de l'ordre et de l'unité des organismes autrefois assurés par l'échelle des êtres. Le personnage d'Alembert dans le rêve donne libre cours à la prolifération du difforme. Je cite le passage où l'on donne la parole à ce personnage dans le rêve.
Tous les êtres circulent les uns dans les autres. Par conséquent, toutes les espèces. Tout est en flux perpétuel. Il n'y a rien de précis en nature. Et vous parlez d'individus, pauvres philosophes. Laissez là vos individus. Il n'y en a point. Non, il n'y en a point. Il n'y a qu'un seul grand individu, c'est le tout. Et de conclure, naître, vivre et passer, c'est changer de forme. Ce mot d'ordre aléatoire peut-il être aussi considéré comme le mot d'ordre du politique? Comment passe-t-on de cet ordre aléatoire du physiologique à l'ordre politique? L'ouverture au politique à partir du physiologique se fait à deux niveaux. Premier niveau, la critique nominaliste dans le rêve de la catégorie de l'individu, évoquée plus haut, réduit l'individu à un certain nombre de tendances sans normes ni fin. Quant à l'espèce humaine, dans la conclusion des éléments de physiologie, elle est décrite comme un amas d'individus plus ou moins contrefaits, plus ou moins malades. Le tout paradoxal, fluctuant, informe, inachevé, qui rassemble ces singularités radicales dans un maximum de légitimité et de nécessité, donne un maximum de légitimité et de nécessité à la convocation du politique. En effet, il faut alors construire un mode de relation qui n'est plus assignable à un humanisme d'essence. La problématique de Montaigne, qui substituait un humanisme de la convenance à un humanisme d'essence, parce que c'était lui, parce que c'était moi, est elle-même dépassée par la conception d'un espace des mœurs où l'on se méfiera, je cite, de celui qui veut mettre de l'ordre. Ordonner, c'est toujours se rendre maître des autres en les gênant. Second niveau de cette ouverture au politique, la possibilité d'un coup de pouce donné au coup de dé de la nature. Il se peut en effet que le cornet de dés de la nature finisse par être vide. Alors l'art, au sens de la technique, vient au secours de la nature. Diderot avait réagi aux nombreux procès intentés à des hermaphrodites en son temps pour avoir profané le sacrement de mariage en référant le schème de l'hybridation généralisée à tous les corps et délègue à Julie de Lespinasse une affirmation doublement transgressive. Si je vous ai bien compris, dit Julie à bord d'eux, ceux qui nient la possibilité d'un sixième sens, un véritable hermaphrodite, sont des étourdis. Ainsi est relégué le jugement d'un goût pervers attaché à l'hermaphrodisme, au moins depuis le mythe de Salmacis dans les Métamorphoses d'Ovide. La nature vivante encourage l'expérimentateur audacieux à inventer en greffant, en coupant, en ajoutant, en mélangeant les organismes et les espèces. Même si l'on considère habituellement que les philosophes du vivant au XVIIIe siècle furent des expérimentateurs médiocres et qu'ils ont plus rêvé que réalisé leurs hybridations, il y en eut quand même quelques-unes, par exemple chez Maupertuis. Ce dernier, pour en finir avec ce qu'il appelle les recherches à interdire, dans sa lettre sur le progrès des sciences, rêvait d'un musée des monstrats où l'art, complice de la nature, exhiberait dans les ménageries, je cite, des animaux nouveaux, peut-être même des espèces entières que la nature n'a pas encore produites, pour peu qu'on ne refuse pas les générations forcées, comme il le dit dans sa Vénus physique. L'article « Élasticité » de l'encyclopédie, signé par d'Alembert, renvoie à un certain nombre d'articles imparfaits, modification, modifié, modificatif, modifiable, et il fait crédit au néologisme forgé par Turgot, expansibilité,
qui emploie aussi celui de perfectibilité. Ce dernier, la perfectibilité, sous la plume de Diderot, désigne un fait et non un devoir-être, un fait relatif à l'histoire naturelle et qui engage le caractère provisoire de la stabilité de l'espèce humaine, dérivé du caractère provisoire de la stabilité de toute forme naturelle. Si ces artistes en biotechnologie et en anthropotechnie avant la lettre nous invitent à ouvrir les portes de leur ménagerie zoologique et tératogénique, c'est que la nature les y engage en provoquant d'elle-même, comme il l'écrit Maupertuis dans sa lettre sur le progrès des sciences, ces alliances bizarres d'où résultent fréquemment des monstres, comme au bord de ces fleuves d'Afrique où la soif rassemble une grande diversité d'espèces animales. Le projet de la réalisation effective de ces monstruosités forcées n'engendre, pour ces philosophes du vivant au XVIIIe siècle, ni émerveillement béat, ni peur, ni appel solennel à la responsabilité morale, ni demande d'un contrôle scientifique, ni demande d'un contrôle éthico-politique. Pourquoi? Parce que cette ménagerie où se croisent toutes les espèces naturelles, niant ainsi leur caractère classique d'espèce, témoigne d'une perspective qui inverse les termes de la problématique dans laquelle notre modernité nous a installés. Nous qui fréquentons pourtant la chimère vraie, comme la caille-poulet, la souris nude, porteuse d'une énorme oreille sur son dos, ou les tissus humanisés du porc, et qui avons assisté à l'abolition de la frontière conceptuelle entre les cellules souches somatiques et les cellules souches germinales, nous donnons pourtant bien souvent prise au catastrophisme des technophobes. C'est que nous sommes accoutumés à considérer que l'instance intentionnelle et volontaire qui présiderait aux sciences et aux techniques de la fabrique du vivant est la même que celle qui se donne le droit, sinon le devoir, de contrôler cette fabrique et d'en marquer les limites. L'interrogation que Diderot nous impose met en cause le sol natal de cette vigie et de sa légitimité, capable de l'investir d'une telle autorité. Diderot aurait sans doute davantage penché vers l'anthropotechnie et l'antispécisme que vers la bioéthique. Car il reste que des chèvres-pieds obtenus dans le dernier entretien du rêve de d'Alembert par une alimentation adéquate, s'il est en effet difficile de faire brouter des hommes, on peut leur donner à boire du lait de chèvre et on peut donner du pain à une chèvre. Ainsi, on fabrique ces chèvres-pieds dont nous tirerions, dit le troisième entretien du rêve, une race vigoureuse, intelligente, infatigable et véloce, dont nous ferions d'excellents domestiques. C'est que nous ne dégraderions plus nos frères en les assujettissant à des fonctions indignes d'eux et de nous. C'est que nous ne réduirions plus l'homme dans nos colonies à la condition de bête de somme. La place de l'homme dans la nature, la question de savoir s'il y a des variétés humaines et ce que peuvent nous apprendre les animaux dans l'ordre politique, tout cela est en jeu dans l'ambiguïté et l'humour qui ponctuent l'énumération des vertus de cette nouvelle race. Mais là ne s'arrête pas l'interrogation ni les difficultés de la position de Diderot quant au monstrueux politique. L'importance de l'organisation de l'homme animal conduit bien à affirmer comme une conséquence du matérialisme qu'il y a une inégalité naturelle des individus. La réfutation d'Helvétius rapporte à la physiologie comme à sa cause la division entre individus, l'abîme qui sépare le génie du médiocre, celui qui n'est qu'une espèce, de toutes les épithètes la plus redoutable, parce qu'elle marque la médiocrité et le dernier degré du mépris, comme le dit avec verve le neveu de Rameau, le monstrueux neveu, paradigme de la subversion de l'ordre politique. Il préfère, lui, être un vaurien, car, dit-il, un grand vaurien est un grand vaurien,
mais n'est point une espèce. L'organisation bonne ou mauvaise constitue entre les hommes une différence que rien peut-être ne saurait réparer, et en particulier, contre Helvétius, pas l'éducation. Rôle respectif du cerveau et du diaphragme, de leur équilibre ou de leur déséquilibre dans l'inégalité entre les individus. Cette différence inégalitaire entre individus ne laisse pas d'être solidaire chez Diderot, qui n'est pas ennemi du paradoxe, de la conviction que l'individu est un flux, une tendance non finalisée. De ce fait, cette inégalité entre individus, qui fournirait peut-être une explication à la substitution étrange des chèvrepieds aux domestiques et aux esclaves, ne peut absolument pas donner lieu à une classification. Il n'en va pas de même pour l'espèce humaine. La réfutation d'Helvétius, l'article « Humaine espèce » de l'encyclopédie, le chapitre « Homme » des éléments convergent sans grande originalité à cette époque vers l'idée que les variations peuvent être rapportées au climat et à la nourriture. Ainsi, d'Alembert dit dans Le Rêve « Qui sait si ce bipède déformé qui n'a que 4 pieds de hauteur, qu'on appelle encore dans le voisinage du pôle un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n'est pas à l'image d'une espèce qui passe. » Par référence à la ligne faciale étudiée par Petrus Camper qu'il avait rencontré lors de son voyage en Hollande, Diderot souligne le rôle fondamental de cette inconstance dans les observations sur M. Servius. Changer la ligne faciale. Cette ligne cet angle facial qui est formé par cette ligne-là et celle-là, plus l'angle est droit, plus on aurait affaire à une espèce supérieure, plus l'angle est aplati, plus on a affaire à un imbécile ou à un animal léthargique. Et la ligne faciale de Petrus Camper a donné lieu, comme on sait, à des positions racistes, à des positions d'extrême droite. Ça n'est pas du tout la conséquence que Diderot va en tirer. Il va au contraire utiliser la ligne faciale et l'angle facial de Petrus Camper pour souligner la continuité et la non-classification des espèces et le passage par métamorphose d'une espèce à une autre. Il écrit à propos de cette ligne faciale, dans ses observations sur Servius, « Changez la ligne faciale, arrondissez la tête, etc. et le chien ne quêtera plus de perdrix. Il éventera des hérétiques. Allongez le nez du docteur de Sorbonne, etc. et il ne chassera plus l'hérétique, il arrêtera la perdrix. » C'est donc le refus du système de classification, la conception de la chaîne des êtres débarrassée de toute téléologie et la conscience du flux incessant de la nature qui empêche Diderot d'aller très loin dans l'affirmation de la différence entre des races ou des variétés. Au contraire, ce seront des arguments pour souligner l'unité de la nature et l'unité de l'humanité, ainsi que les transformations inévitables des espèces et des individus. À supposer qu'on soit en présence de races ou de variétés, le droit naturel, que l'on regarde les articles « Autorité naturelle » et « Droit naturel » de l'encyclopédie, signés de Diderot, ce droit naturel refuse d'accepter un traitement inégal, notamment en ce qui concerne l'esclavage dénoncé par l'histoire des deux Indes, et le droit naturel recommande de suivre en société le code de la nature, auquel on aura réduit le code civil et le code religieux, selon le supplément Voyage de Bougainville. Ce qui produit le monstrueux des chèvrepieds, c'est l'alimentation. Ce qui produit le monstrueux du politique, c'est l'instinct et la sexualité. Pour Diderot, en effet, la redéfinition du lien social est à chercher ailleurs que dans le despotisme éclairé, les théories du contrat
et l'économie de l'intérêt. Les hommes se sont réunis, dit-il, comme les animaux faibles se mettent en troupeau. Il n'y a jamais eu aucune sorte de convention. Ainsi, contre Rousseau, il serait préférable, dit-il, d'imaginer une société moitié policée et moitié sauvage, monstrueuse parce qu'hybride, où le code naturel, comme on l'a vu plus haut, triompherait du code religieux et du code civil. De ce fait, au lieu de chercher à réformer les lois, il conviendrait de reconstruire une société par les mœurs. Et sur ce point, les 5 rencontres de Diderot avec dont Deschamps, ce bénédictin athée, matérialiste et communiste, en se guidant sur ces monstrueux politiques que sont la sauvagerie et la barbarie, en se transportant par exemple chez les Otaïtiens du supplément Voyage de Bougainville, les habitants de l'utopie de Bisnapor de l'histoire des 2 Indes ou les Arabes du grand désert évoqués dans l'article bédouin de l'encyclopédie. Puissance politique du monstrueux, attestée par plusieurs occurrences dans le texte de Diderot, subvertir la norme de l'actuelle politique pour envisager une philosophie du désir, une société qui obéisse à ce que Diderot nomme paradoxalement le seul devoir et non le seul désir, commun à l'espèce entière, être heureux. Ainsi, au plan physiologique, et pour conclure, la puissance du monstrueux est, dans les marges de l'histoire naturelle, le monitor qui fait signe vers l'informe originel et vers des variétés inédites et inouïes à venir, renouant avec la joyeuse puissance infinie de la nature de Pline. Quant à la puissance monstrueuse du politique, enracinée dans le physiologique, elle est, dans les marges du despotisme et du contrat, le monitor qui fait signe vers les sauvages et les barbares, fidèles au code naturel et à l'égalité des hommes du point de vue de l'espèce. Autrement dit, pour Diderot, le monstrueux est prometteur. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir parlé en français. Bien, merci beaucoup. Je vais continuer à parler en français, savoir comment ça les apprendra. Et si jamais quelqu'un parle en anglais, tu me help. Oui, je t'aiderai, je demanderai à Philippe. C'est rafraîchissant, je vois, après, hop, ça compte toujours, c'est dans le bonheur. Ah ouais, c'est autre chose. Many thanks. So, I hope, I'm sure that there will be questions. And who will start? Yeah? Je parle en français. Hein. Hein? Je parle en français. Je te remercie. Je veux bien, je veux bien. Je te remercie, c'est très intéressant. Je ne dirai rien sur ton interprétation de Diderot, parce que pour les choses que je connais de toi, c'est ton interprétation qui m'a nourri en fait jusqu'ici, donc je n'ai pas beaucoup à ajouter sur ça. Et j'ai 2 petites questions sur les contextes. Tu as beaucoup individualisé la position de Diderot, même si dans la deuxième partie de ton exposé, tu fais beaucoup référence au contexte, au débat, oui, beaucoup à Maupertuis et à d'autres. Tu ne mentionnes jamais la maîtrise. Est-ce qu'il a un poids important dans ces contextes, dans ces discours? Mais à la limite, ça m'intéresse moi, ne me réponds même pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt la généalogie des éléments théoriques que Diderot met en œuvre. Et je pense en particulier, je veux savoir ce que tu en penses, à 2 auteurs qui ont un poids incroyable, évidemment, dans la culture française, qui sont Locke, The Essay on Human Understanding, bien sûr, John Locke, Locke of the Essay on Human Understanding d'un côté, et Spinoza de l'autre, dont l'éthique, au moment où Diderot écrit, est déjà très bien lue, et avec beaucoup d'intelligence, je trouve, oui, même dans les milieux catholiques. Il y a des jésuites qui disent la nécessité dont parle Spinoza, ce n'est que les hasards des pécheurs. Alors, oui, c'est des affirmations qu'aujourd'hui beaucoup de gens continuent à ne pas voir.
les jésuites ils les voyaient déjà au XVIIe. Donc je veux savoir, ces deux auteurs, quel poids ils ont, d'après toi, dans la formation de Diderot. Et la deuxième question, ça sent un peu l'érudition, mais bon, les deux exemples que tu mentionnes, les jésuites et les jansénistes, Oui. Il semble qu'il n'y a pas de différence finalement dans leur interprétation. Alors si je fais un pas en arrière, au XVIIe, je vois bien les différences qu'il peut y avoir au milieu jésuite et au milieu janséniste, d'ouverture plus ou moins envers des positions de ce type. Est-ce que tu es en train de suggérer qu'au moment où Diderot écrit, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux? En tout cas, sur ce point-là, contre Diderot, les jésuites et les jansénistes sont main dans la main. Ils sont absolument d'accord. L'article animal et tout ce que Diderot écrit sur le vivant, c'est une poudrière politique parce qu'il n'y a plus de frontières entre les espèces, donc il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de possibilité de mettre de l'ordre ni d'organiser les choses selon une référence au droit. Donc c'est vrai qu'ils sont main dans la main. Drôle d'alliance. Oui. Quant ce que tu dis de Spinoza, dans l'article spinoziste de l'encyclopédie, c'est vrai que Diderot se rallie à ce qu'on appelle à l'époque et ce qu'il appelle lui aussi le néo-spinozisme, c'est-à-dire un spinozisme matérialiste, c'est-à-dire un spinozisme matiné de matérialisme. Et dans cette mesure, ce qui le conduit à cette conception de l'individu comme flux, comme tendance, comme impossibilité d'être arrêté et de considérer qu'il forme un tout achevé. Diderot a une conception paradoxale du tout. Le tout est inachevé, imparfait, difforme, etc. C'est vrai que c'est contre la téléologie, contre la finalité, que Diderot puise essentiellement dans ce qu'il connaît de Spinoza et qui n'est pas toujours une lecture de première main comme c'était souvent le cas au XVIIIe siècle. Donc je crois que l'influence de Locke et de Spinoza, elle est à chercher du côté de cet acharnement radical de Diderot contre le finalisme et la téléologie et contre et donc pour la réduction de l'individu à un certain nombre de tendances qui changent. Il y a dans les éléments de physiologie un texte qui raconte la journée du mathématicien d'Alembert. Alors il dit, il s'est levé, il a écrit une lettre, il a fait ceci, il a fait cela, il est sorti, il est allé voir un ami, il est revenu, etc. Et si on lui demande le soir de cette journée ce qu'il a fait, il n'en sait rien, mais rien du tout, dit Diderot. Et il se réclame de l'ordre, bien sûr. Il se réclame de l'ordre et il se réclame, c'est aussi une seconde influence importante qui vient de Spinoza, il se réclame du libre arbitre, il se réclame de la volonté, qui est évidemment pour Diderot une plaisanterie, une illusion, l'illusion des illusions puisées dans la critique spinoziste. Juste en deux mots, mais ou peut-être en aussi, je me permets. Il manque quand même de bac de traduire le Human Nature où on aura exactement les mêmes critiques du libre arbitre et de la volonté. Ah oui, absolument. En effet, ça paraît une lecture extraordinaire de Spinoza dans la mesure où il va à une profondité de la compréhension du texte qui arrivera depuis beaucoup d'années. Mais je me demandais s'il n'y a pas une autre source, et précisément celle de Lucrèce. Oui, je l'ai évoqué à un moment, oui, rapidement. C'est ce qui permet peut-être à Diderot de lire Spinoza à une telle profondité, c'est justement une alliance entre Lucrèce et Spinoza. Oui, il y a chez Diderot
l'idée paradoxale puisée chez Lucrèce d'un hasard fondateur, d'un désordre fondateur. Il faut aller chercher vers le hasard à travers la métaphore du jeu de dés et vers le désordre du chaos originel, la fondation des formes qui sont donc plus des forces que des formes. Et en effet, l'influence de Lucrèce, Diderot ne la cache pas, elle est très importante dans sa position. Deux questions. La première est une question aussi sur les sources de Diderot. Je ne sais pas absolument si Bruno, il y avait une tradition de lecture de Bruno dans la France du XVIIe siècle, mais par exemple, l'imaginaire de la métamorphose entre homme et animal, c'est central dans la Kabbalah de Carlo Pagazio de Giordano Bruno, où il y a aussi une description d'une transformation d'un homme en serpent, et vice-versa, qui est tout à fait pareil à la transformation que tu as décrite, disons, en changeant aucun trait de la physionomique, non, de l'homme, on a un homme tout à fait différent d'autres, etc. C'est-à-dire qu'il y a disons, une idée de nature comme puissance où il y a toutes les possibilités, qui est commune à Bruno, qui à son tour utilise Lucrèce, et Spinoza qui connaît Bruno, etc. Et je ne sais pas s'il est possible. Non, il n'évoque pas Bruno. Par contre, il évoque Lucrèce, il évoque Pline, et cette puissance, il parle de la puissance joyeuse de la nature de former des variétés inédites qui se métamorphosent les unes dans les autres. Et puis il évoque Montaigne. Montaigne, il le cite très très souvent. Et, par contre, Bruno, je n'ai pas trouvé trace de référence directe, mais il se peut qu'il ait traîné une... Parce que parallèlement, dans le XVIIIe siècle, il y a une lecture de Bruno en Allemagne très forte, et je me demandais s'il y avait... Bon, c'est une chose que je connais. Mais autre chose, disons plus théorique, la relation entre identité et différence, et les différences, et la pluralité des différences. Parce que je crois comprendre qu'il y a, disons, seulement des différences. Parce qu'on peut parler de l'identité sinon en termes tout à fait général. Et donc, les différences sont ce qui change, mais il n'y a pas de stabilité. Ou mieux, il y a une stabilité qui est la source de toutes les différences, mais on ne peut pas dire rien sur cette source, rien de positif. C'est comme ça. C'est-à-dire, ce qui ne change pas, qui est la source du changement, c'est exactement ce qui doit rester, disons, hors du discours. Hors d'un discours, on ne peut pas articuler un discours positif sur ces objets. Non, parce que on le voit bien dès le discours de Sanderson à la fin de la lettre sur les aveugles de 1749, lorsqu'il est sur son lit de mort et qu'il évoque ce qu'il est, il dit « Il y a toujours eu déjà des êtres informes dans le chaos originel, et rien ne nous dit qu'au moment où nous parlons, des mondes estropiés, déformés, etc., sont en train de se former et vont apparaître. » Donc il n'y a pas de référence à un commencement ou à une origine sur la stabilité de laquelle on puisse s'appuyer. Il y a d'emblée une nature qui joue au dé. Il y a d'emblée un jet de dés, et un jet de dés que Diderot devra finir pipé
pour arriver à rendre compte des formes vivantes qui se maintiennent. Mais même ces dés pipés ne sont pas des dés pipés selon la technique traditionnelle de la métallurgie, enfin, où on met un morceau de métal sur une des faces du dé pour qu'elle tombe toujours sur cette face-là. Ces dés en question, et ça c'est une influence de Buffon, seront des dés mous, souples, malléables, qui peuvent subir des modifications autant de l'intérieur que de l'extérieur, à la manière du moule intérieur de Buffon. Et c'est plutôt cette influence-là qui fait qu'il n'y a pas un sol stable sur lequel on puisse s'appuyer. Il y a d'emblée des variétés en tous sens qu'on appellera monstrueuses parce que, à la manière dont le dit Montaigne, elles sont rares et singulières ou elles nous choquent, mais ou des variétés normales entre guillemets, mais il n'y a pas de stabilité qui en soit la source. Et donc, est-ce qu'on peut ajouter qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas une mesure commune? Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'ordre. Tout jugement sur la monstruosité, c'est réduit, on la peut réduire à un préjudice. Oui. Entre guillemets. Oui. Par exemple, il ne peut pas y avoir de référence au plan politique à cause du plan physiologique à un humanisme d'essence. Donc il est impossible de tirer de là un droit naturel qui se réfère à un humanisme d'essence. Alors, effectivement, la question est de savoir qui parlera de préjudice, qui parlera d'avantage. C'est la logique de l'éloge de la folie des races. Voilà, exactement. J'espère qu'il y a un peu de complications. Alors, le passage entre la physiologie et la politique repose sur une physique, sans Diderot, qui n'est pas non réfutable au mécanisme du siècle, qui est un mécanisme qui vient peut-être compliqué par la chimie. Hein, oui. Et ça, ils sont très importants parce qu'un mécanisme comme lequel qu'on a très réductionniste, comme on l'a pensé dans le XVIIe siècle, ne marche pas pour une raison de il y a chez Diderot, sous l'influence de la chimie, effectivement, mais aussi sous l'influence de la philosophie des vivants, il y a l'idée qui est illustrée par l'image de l'essaim d'abeilles qu'on trouvait déjà chez Platon, qu'on trouve chez Mandeville dans un sens politique, mais qu'on trouve ensuite chez les médecins de Montpellier. Donc c'est la chimie et la médecine qui sont influentes là, chez Ménuret de Chambaud, chez Bordeu. On trouve l'image de l'essaim d'abeilles qui change de forme, qui reste ce tout que l'on peut réduire à un polype, comme le fait Julie d'Espinasse dans Le rêve d'Alembert, qui se transforme, qui reste un essaim d'abeilles, mais qui est un tout qui se déforme. Et à ce propos, si on tient à substituer au isme de mécanisme d'autres ismes, c'est vrai qu'il conviendrait davantage de parler d'organicisme. Déjà chez Bordeu, dans les recherches sur les glandes, il y a un organicisme, ou de vitalisme à la manière des médecins de Montpellier. Il n'y a absolument pas de mécanisme chez Diderot. C'est pourquoi je parlais des dés qui, curieusement, sont des dés mous, des dés souples que jette la nature. Et c'est
par fidélité à ces dés mous qu'il faudra se rallier si on veut, par la technique, par l'art, prolonger les transformations extraordinaires de la nature. Alors la question est, est-ce qu'il y a Diderot des instruments pour distinguer pas entre différents individus, mais entre différents processus d'individuation? C'est ça, l'individu est un procès, et non pas... Il y a des catégories, différentes catégories de processus. Comment? Est-ce qu'il y a des différentes catégories de processus? Il y a des inégalités entre individus qui sont produites physiologiquement par l'organisation du cerveau et du diaphragme, selon que l'un ou l'autre domine et selon la manière dont ils sont organisés. Mais cette organisation elle-même, elle est référée au hasard. Donc, les différences sont toujours référées au hasard. C'est pourquoi l'influence de Lucrèce est effectivement très importante. Bon, c'est dommage, le temps nous manque. J'aurais voulu aussi parler encore des sources, parce qu'il me semble que le Lucrèce de Diderot est furieusement télésien. Oui. Je me demande s'il n'est pas passé par Télésio, oui. Et notamment le pensionnisme de Télésio. Et puis surtout, il y a beaucoup de Bacon là-dedans. Aussi, d'ailleurs. Tout le travail de Bacon sur la critique des genres et des espèces. Oui, on sait que l'encyclopédie est basée sous l'effigie de Bacon. Et l'histoire naturelle, selon Bacon, doit être profondément remaniée parce qu'il faut qu'il y ait ce que la nature fait le plus souvent, ce qu'elle fait exceptionnellement, et ce que l'homme produit à partir de la nature. Tout ça, c'est l'histoire naturelle. Et c'est vrai que le mot d'ordre de l'encyclopédie veut changer la manière commune de penser. C'est sous l'autorité de Bacon. Ben oui, voilà. Et on se demandait sur l'influence des Italiens, le rapport aux Italiens de la fin du XVIe, c'est peut-être aussi par ce lecteur des Italiens de la fin du XVIe qui était Bacon. Oui. Il les a tous lus, y compris Bruno. Oui. Mais Bacon était un lecteur que Diderot est moins. Oui. C'est-à-dire que Diderot, comme beaucoup de philosophes du XVIIIe siècle, forge beaucoup sa philosophie dans le salon de D'Holbach, Oui. dans les conversations, dans le déjeuner hebdomadaire avec Rousseau et Condillac au panier fleuri à côté du Palais Royal. Et c'est vrai que les références dans les textes de Diderot, comme dans les textes de ses contemporains, sont souvent des références de lecture racontées, de conversation. L'expression les dépipés, par exemple, elle viendrait de Galliani, dans une conversation entre Diderot et Galliani dans le salon de Madame d'Holbach, qu'il fréquentait chaque semaine. Et l'expression « oui, les dés sont pipés » viendrait de là. Donc c'est vrai qu'on se réfère à Lucrèce, mais en même temps, c'est passé par un intermédiaire qu'on n'imagine pas. En tout cas, ça n'est pas de la littérature, c'est de la philosophie. Ah oui. Et nous nous battons pour que Diderot devienne un philosophe. Je ne sais pas ce qu'il en est en Italie et en Angleterre, mais en France, Diderot, jusqu'à cette seconde, n'a jamais été au programme des concours, sauf une fois la lettre sur les aveugles. Voilà. Mais ça n'était pas le texte décrit. Non, c'était le texte d'oral. Diderot à l'oral seulement, si on veut le mettre. Et puis, une fois, les malheureux littéraires se sont vus accablés du rêve de d'Alembert. Et nous avions des coups de téléphone permanents des profs de lettres qui nous disaient au secours comment on explique le rêve de d'Alembert à des littéraires. Mais sinon, Diderot, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie et en Angleterre, mais Diderot en France, jusqu'à maintenant, n'est pas encore institutionnellement considéré comme un philosophe. En Italie, il y est. Un exemple, Alberto Tenenti, vous savez. Oui. Il avait étudié dans la Scuola Normale Supérieure oui. il a étudié philosophie, il a écrit
sa thèse de philosophie sur Diderot. Oui, c'est vrai. Et donc vrai. on parle des années 50. Oui. Oui, il y a eu plus d'un Italien qui a écrit sur Diderot, mais institutionnellement... Sinon, c'était traditionnellement un auteur étudié en Italie. Institutionnellement, en France... Il n'y a pas une pareille question, comme dans le domaine français, c'est une question très franco-française. Ça de... En Italie, il y a le problème, s'il y avait de la philosophie avant Hegel, that's the problem. Et en France, pas avant Kant. Donc, je vous remercie de votre patience et je m'excuse encore une fois d'avoir parlé français, mais j'ai un anglais catastrophique.